Bonjour à tous, bienvenue sur Séoul Connect. Moi c'est Bart et je suis votre hôte pour ce podcast. Séoul Connect, c'est un podcast sur le business et l'entrepreneuriat en Corée. Nous rencontrons des entrepreneurs et des expatriés français ou francophones qui travaillent en Corée, notamment à Séoul, pour en savoir un peu plus sur leur parcours professionnel, leur expérience personnelle, leurs succès, leurs échecs, leurs impressions et leurs attentes au pays du matin calme. Allez, c'est parti! Bonjour Maxime, bienvenue sur Séoul Connect. Bonjour. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation de participer aujourd'hui. Avec grand plaisir. Super. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on peut commencer? Est-ce que tu peux te présenter rapidement en quelques phrases? Bien sûr, alors moi je suis Maxime, j'ai 29 ans et je suis chef pâtissier ici à Séoul, dans la Lotte Tower et je suis ici à Séoul depuis 3 ans. Après je suis français, donc je viens de la Sarthe, à côté du Mans, à La Ferté-Bernard. D'accord. Alors, on reviendra là-dessus après, alors si tu veux bien. Tu travailles dans un hôtel, tu disais c'est quel hôtel? Alors ça s'appelle le Signal Hotel, donc ça fait partie du groupe Lotte, ici à Séoul et c'est dans la grande tour, la Lotte World Tower, à Jamshil. D'accord. Lotte, c'est un groupe japonais ou coréen? Alors c'est coréen, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incompréhension. En général, je pense qu'en Corée, on pense que c'est un groupe japonais. Après, le CEO de la compagnie est coréen et c'est un groupe coréen. Après, nous, pour le travail, on est aussi allié avec le chef Yannick Guénaud, qui est un chef français qui fait du consulting dans cette compagnie. Et nous, on gère tout l'hôtel. D'accord. Voilà. Et donc, en termes d'hôtellerie, c'est un grand de l'hôtellerie. Ils ont des hôtels partout dans le monde. Comment ça se passe? Alors, partout dans le monde, ils en ont certains, oui, dans le monde, ils sont en train de s'exporter. Ils en ont à New York, ils en ont en Russie, ils en ont à Guam aussi, ils en ont aussi dans le Kazakhstan, je pense. Après, ils ont aussi quelques compagnies aussi dans les duty free en Indonésie. Donc voilà, mais après, leur majeure partie de l'hôtellerie est en Corée. Et c'est sous le nom Lotte ou ils ont d'autres marques aussi? Ouais, c'est ça, ils ont Lotte Hotel. Après, la marque Signal, c'est une marque qui a démarré ici à Séoul. Donc, ils ont un hôtel à Séoul et un hôtel à Busan. C'est un peu le parc Hyatt du groupe Hyatt. C'est un peu le luxe dans leur domaine hôtelier. Donc 5 étoiles, 6 étoiles, combien d'étoiles? Bah, normalement, pour l'hôtellerie, c'est 5 étoiles maximum, mais ici en Ouais, Corée, il faut considérer comme un 6 étoiles. oui, chez qu'à Dubaï aussi, je crois. Non, il y a des endroits où Ouais, ils comptent des 6 étoiles, des 7 étoiles. D'accord, donc ça, c'est un hôtel de luxe, évidemment, puisque dans la Lotte Tower, on imagine que c'est un top hôtel. Et donc, toi, ton rôle dans l'hôtel? moi, mon rôle, c'est de gérer toute la pâtisserie et la boulangerie de tout l'hôtel. Donc après, bon, comme un hôtel de luxe normal, on a toutes les résidences à gérer, on a toutes les chambres, le breakfast, on a un restaurant étoilé aussi au 81e étage, on a un deuxième restaurant un peu bistrot qui est situé au 79, on a des afternoon tea, on a des banquets, on a une boutique de pâtisserie. Donc voilà, c'est toute une production journalière à réaliser. Oui, j'imagine. Combien de Voilà. chambres déjà? Combien de chambres? En chambre, on est à presque 200 chambres Mhm. et presque la même quantité en résidence. Et sachant que les résidences à Signal sont presque toutes vendues, donc ça nous fait quand même un travail assez conséquent. Donc, résidence, c'est ce qu'on appelle du service apartment, c'est ça? Ou c'est C'est différent? ça, c'est ça. D'accord. C'est Donc, un c'est des peu gens ça. qui sont là sur des durées plus longues que l'hôtel, genre plusieurs mois, voire plusieurs années, c'est ça? En fait, c'est un service d'appartement, mais les gens, en fait, ils sont propriétaires, entre guillemets, de leur appartement. Donc, au final, on fait un service hôtelier sur des choses, sur des desserts ou sur des plats ou sur des menus, mais les gens sont propriétaires de leur appartement. Ah d'accord, donc là, ce sont des gens qui restent en permanence Voilà, c'est plusieurs années et qui habitent, mais qui simplement ont des services hôteliers, notamment peut-être tout ce qui est cleaning. ouais, cleaning. Après, voilà, je pense, le cleaning, la housekeeping de base, mais Ouais. après, ils peuvent commander aussi en room service.
D'accord. Et donc, vous avez plus sur toute la partie pâtisserie, consommation, food and beverage, vous avez plus de clients de l'hôtel ou plus aussi des Coréens qui viennent manger ou déjeuner à l'hôtel? Bah, je pense d'une part, on a beaucoup, beaucoup de Coréens, pas forcément de l'hôtel, hein, de l'extérieur qui viennent. Après, vu que ça fait quand même 4 ans que l'hôtel est ouvert, donc je pense qu'aussi après il y a eu la réputation de l'endroit qui s'est faite, mais en fonction de la vue aussi, je pense, parce que c'est quand même dans la tour, donc on a quand même énormément de clientèle qui viennent chaque jour, donc on est quand même assez occupé et voilà. Donc ça D'accord. représente une clientèle assez conséquente. Ok. Donc des pâtisseries, c'est des pâtisseries où tu essayes de coller aux pâtisseries françaises, à essayer de représenter au maximum les mêmes pâtisseries, ou alors tu t'adaptes au goût et aux demandes locales. Bah, c'est un mélange des 2 un petit peu. Alors on va pas faire des pâtisseries coréennes parce que je pense qu'en Corée, ça va mieux faire les pâtisseries coréennes que moi, mais on va essayer de rester quand même, très, très français, quand même dans ce qu'on fait. Après forcément, il y a sur les saveurs ou sur le côté peut-être sucré, de la pâtisserie, on va essayer de s'adapter quand même, à la culture coréenne ou, à la culture asiatique. Donc on va essayer de faire des produits un peu plus fruités ou des desserts beaucoup moins sucrés qu'en France. Donc, on essaie de s'adapter là-dessus, mais après sur l'esthétique et sur les goûts, peut-être on essaie de rester quand même très français pour garder notre image. C'est moins sucré ici. Ah, j'aurais tendance à penser qu'ils préféraient plus sucré que nous. Bah, en fait, ils sont assez sensibles aux, assaisonnements forts. Par exemple, le sucre, si on a trop le goût sucré en bouche, alors ce qui ne veut pas dire pas sucré, attention, mais si on a trop le goût sucré en bouche, en fait, ça va les déranger. Pareil pour l'acidité, si on va faire par exemple une tarte au citron et qu'on a vraiment trop l'acidité du citron en bouche, ça va déranger aussi. Donc, on va essayer quand même d'alléger ces saveurs en bouche et pour que ce soit beaucoup plus léger. D'accord. Et tu parlais de pâtisserie, pardon, coréenne. Ça, c'est quelque chose que je connais pas du tout. Il y a beaucoup de pâtisseries coréennes et ça ressemble à quoi si on pouvait donner une comparaison ou le décrire? Bah, je pense que ouais, il y a pas mal. Après, il y a différents types de pâtisseries coréennes. Après, je pense que c'est beaucoup de desserts à base de riz, voilà, de gâteaux de riz, etc. Donc, ils utilisent la farine de riz ou du riz. Ils ont aussi des gâteaux un peu secs en utilisant de l'huile ou de l'huile de sésame, du sésame noir ou des choses à base de pâte d'haricots rouges, de pâte de soja. Voilà, c'est un peu plus dans les. Je pense que c'est des desserts, hein, pour moi qui sont un peu plus lourds. Voilà. Et ils font beaucoup aussi de desserts un peu façon japonais, avec des crèmes, avec des fruits frais, avec des gâteaux éponges. Voilà, donc ça, c'est un peu plus les desserts coréens. Et ils ont aussi, je ne sais pas si vous avez entendu parler déjà du bingsu, donc qui est Oui, servi en thé avec des copeaux de glace fruités. Donc voilà, c'est un peu ça, les desserts coréens. Donc c'est quand même différent, hein, de notre culture européenne. Après on peut toujours marier des saveurs et des choses qui puissent aller avec la pâtisserie française. d'accord, d'accord, très bien. Et les best-sellers chez toi, les meilleures ventes de gâteaux, c'est quel type de gâteau ou de pâtisserie? Meilleure vente, je ne sais pas si on peut dire meilleure vente, parce qu'on change les menus de tout l'hôtel environ tous les 2 mois. Donc en général, ça fait pas mal de temps déjà que je suis en Asie, donc en général, je sais à peu près ce qui va plaire, ce qui va moins plaire. Mais dans notre restaurant étoilé, les desserts à l'assiette qu'on fait, qui sont plutôt des desserts classiques d'ailleurs, on est sur des baba au rhum ou des tartes chocolat ou des profiteroles. En général, ça marche très très bien. D'accord, d'accord. Mais effectivement, d'une période à l'autre, on va trouver des desserts différents. Est-ce qu'on retrouve les classiques de la France, type religieuse, choux, chaussons aux pommes, des choses comme ça? Bah, exactement, oui, on fait vraiment, tout ce qu'on retrouve, enfin, je vais pas dire tout ce qu'on retrouve en France, parce on peut pas tout faire non plus, mais si, enfin, ce qu'on a chez nous, c'est typiquement français, quoi. On va retrouver tout ce qu'on a en France.
Et vous achetez les ingrédients en France ou vous vous fournissez ici? Tout est trouvable ici? Bah, je pense, comme la plupart des hôtels, on a quand même pas mal d'importations de produits français, sur tout ce qui est peut-être crèmerie, sur tout ce qui est beurre, le chocolat, après sur des ingrédients spécifiques peut-être comme la pectine ou certaines purées de fruits. Oui, on est sur des importations en France parce que bon, D'accord, la majeure aussi des ingrédients sont là-bas. d'accord. Donc toi, tu as une équipe, ce sont des Coréens, c'est ça? Oui, oui, exactement. Combien de personnes? Alors nous en pâtisserie, en boulangerie, on est 25. 25. Et donc combien de Français versus Coréens? Dans tout l'hôtel ou dans ma cuisine? Non, non, dans ta cuisine, ouais. Bah, moi et 24 Coréens. D'accord, donc il y a toi qui es le chef pâtissier et ensuite les autres sont tous des locaux. C'est ça, c'est ça. Donc ça doit parler beaucoup coréen alors au travail. Oui, oui, après ça va, je suis habitué maintenant. D'accord, donc ton coréen, il est comment? Bah, il est pas super. Il est pas super, mais après ça va, on essaye de communiquer un peu, en anglais, en coréen, certaines personnes aussi parlent français, donc on arrive toujours à communiquer entre nous. Et puis bon, après ça reste un travail manuel. Donc on s'exprime en montrant les choses. Donc ça va. D'accord. Donc tu apprends le coréen plutôt sur le tas, hein. Tu n'as pas fait, comme certains ont fait, un parcours type université pour te mettre à la langue ou quelque chose comme ça? Bah, pas du tout, non. Ouais. Surtout en plus, avant, je travaillais, avant d'être en Corée, je travaillais en Chine. Donc c'est vrai que j'ai eu à parler chinois et puis ici coréen. Donc c'est vrai que je me suis pas mis à la langue. Mais après, en général, dans les cuisines, même si on ne parle pas la langue locale, on arrive toujours à communiquer correctement avec les équipes. Oui, il y a beaucoup de montrer, de faire voir un petit peu ce qu'on fait et de reproduction. Puis c'est vrai que dans l'hôtellerie, ils ont l'habitude un petit peu de gérer le multilingue, j'imagine. Oui, exactement. Après, bien sûr, hein, il y en a toujours des personnes qui ne parlent pas trop anglais ou pas trop bien, si je puis dire. Mais après, ça va. En les voyant tous les jours, en travaillant avec eux tous les jours, on perfectionne l'anglais, on comprend un petit peu le coréen. Après, moi, j'ai 3 personnes dans mon équipe qui ont déjà travaillé pendant pas mal d'années en France. Donc on arrive toujours à se débrouiller. Je veux dire, c'est pas le plus gros des soucis, si je puis dire. D'accord. Et pour ce qui est de la crise justement du Covid, donc puisque là on enregistre le 19 mars 2021, donc Oui. on est dedans depuis un an. Ça vous a beaucoup affecté. Comment vous réagissez vous sur cette crise? Bah, alors étonnamment, alors bien sûr, on a été affecté, hein, comme partout, hein. Ouais. L'activité qu'on a, même si elle est très, très bonne aujourd'hui et elle aurait pu être meilleure avant, bien sûr, mais après on n'a pas été tant affecté que cela. Je pense déjà, premièrement, par la localisation dans laquelle on arrive toujours à avoir quand même, une certaine clientèle qui vient. Et deuxièmement, en Corée, c'est ils ont une culture quand même qui est différente en Europe. Ils font ce qu'ils appellent des staycations, des vacances, où ils restent dans les hôtels pour passer un week-end ou pour passer leurs vacances. Ah, Donc au Aucan, final, c'est le terme français, Aucan, c'est ça? bah, en fait, c'est un terme coréen. Holiday et vacances. Je ne connaissais pas Vacances. celui-là. Oui, oui, je connaissais Ouais, Staycation, c'est pas mais mal. Aucan, ça irait bien pour les Français, ça. Hôtel vacances, non, c'est ça? Ouais, c'est marrant. Oui, oui, oui. Et C'est les Coréens qui ont mis ça en place. bah, c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc après, je sais pas d'où ça vient, mais je l'ai Ah, appris. oui, j'avais jamais entendu. Et puis c'est vrai que c'est pas dans notre culture, effectivement, de faire ça en France ou en Europe, hein, c'est ça? Là, je vois pas beaucoup de Français qui vont rester dans les hôtels à Paris pour un week-end. Mais ici, c'est vrai que nous, on s'est retrouvés à avoir l'hôtel rempli avec 300 ou 400 personnes le matin en pleine période de Covid. Donc, c'est vrai que ça paraît surprenant. Après, bien sûr, on a eu les règles de distance, on a eu le fait de fermer à 9 heures le soir, pas plus de 4 personnes à table. Donc, bien sûr, tout ça, c'était des facteurs qui nous ont ralenti un peu l'activité. Mais je pense qu'en termes généraux, on est quand même assez sauvés et assez chanceux sur l'activité.
D'accord. Et est-ce qu'en Corée, c'est comme à Bangkok notamment, que je connais bien, où certains des meilleurs restaurants de la ville sont justement dans des hôtels et donc les gens ont cette culture un peu d'aller dans les hôtels pour avoir un très bon repas? Je sais pas vraiment. Moi, je dirais pas que ce soit le fait de l'hôtel. Moi, je pense que c'est vraiment la vue qu'on a. Parce que bon, malgré tout, l'emplacement où on est au 81e étage avec des baies vitrées sur tout le long, Oui, les tapes des fenêtres, une vue qui n'est pas comparable, je pense, par exemple, à Shanghai ou qui n'est peut-être pas comparable à Bangkok, car ici, c'est la seule tour pour l'instant, je vais dire très haute tour à Séoul. Donc, il y a vraiment une vue quand même imprenable sur toute la ville, vraiment dégagée. Donc, c'est vraiment une vue qui reste quand même assez unique oui. dans la ville et dans la Corée. Donc, je pense que ça nous ramène quand même énormément de monde. Oui, d'accord. Ils viennent beaucoup pour la vue et la cuisine passe ensuite en second, mais avec quand même un intérêt, j'imagine, à ce qu'ils ont dans Sûr. l'assiette, parce que c'est dans la culture aussi locale de bien manger. Exactement. Et puis en plus, on a quand même aussi quelque chose qui peuvent les faire venir, c'est que nous, en fait, notre pâtisserie est au milieu du restaurant. Donc en fait, on prépare les desserts devant les gens sur une immense table qu'on appelle la bibliothèque pâtissière. En fait, on réalise les desserts devant les gens et on leur ramène à table. Et ils ont aussi un immense buffet avec plein de petites mignardises où ils peuvent venir nous voir et venir déguster un peu quelques produits. Donc c'est un endroit assez immense. Ah oui, il faudra vraiment que j'y aille. Alors, c'est quoi le nom du restaurant lui-même, tu m'as dit? Alors, le restaurant s'appelle Stay. D'accord. Et donc, c'est Ouais, lui qui est dans l'hôtel à cet étage-là, c'est ça? c'est ça. D'accord, très bien. OK. Donc, oui, toi, si on remonte en arrière sur ton expérience, ton parcours, tu disais que tu viens de la Sarthe, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors moi, je viens d'un village qui s'appelle Saint-Côme-en-Véret, donc c'est près de la Ferté-Bernard, donc dans la Sarthe. Donc moi, j'ai commencé par un apprentissage à 14 ans, donc un peu comme beaucoup de monde. J'ai commencé par la boulangerie, puis la pâtisserie. Après, j'ai fait mes études supérieures au Mans. Puis, j'ai continué encore mes études à Versailles. Après, j'ai encore continué mon apprentissage à Nogent-sur-Marne pendant 2 ans. Et après, j'ai intégré les boutiques de Cyril Lignac, voilà, à Paris, quand j'avais 21 ans, je crois. Donc, Cyril Voilà. Lignac, c'est un chef pâtissier. À Cyril, c'est un chef cuisinier qui s'est associé avec l'ancien exécutif chef de Fauchon, qui est Benoît Couvrant, pour ouvrir des pâtisseries dans Paris. Donc, ils ont ouvert leur première pâtisserie qui était à Paul Bert, à Nation, à Paris, dans le 11e, là où j'ai commencé d'ailleurs, en premier, donc à Nation. Et après, ils ont continué dans le 16e, une deuxième boutique où j'ai été transféré après. Et après, ils ont ouvert un laboratoire central pour leur boutique. Maintenant, je crois qu'ils ont 5 pâtisseries et 2 chocolateries, je crois. Voilà, donc D'accord. Donc, toi, tu étais après, déjà dans la pâtisserie là, à l'époque. voilà. Donc moi, j'ai fait 2 ans chez eux. Donc j'étais en boulangerie et en pâtisserie pendant 2 ans. Et après, j'ai fini chef de partie. Et puis après ça, je suis parti sur Shanghai. Voilà. Alors, pourquoi et comment? Alors ouais, bah, ça c'est une histoire, mais au final, voilà, on est, si je peux dire, on était jeunes, voilà, avec mes collègues à Paris. J'avais, je crois, 23 ans, 23 ans. On a toujours envie d'aventure, on a toujours envie de bouger. On était tous les deux responsables de la cuisine et on avait envie de bouger, on avait envie de voir quelque chose. Et en fait, mon frère habitait Shanghai. Et Ah, moi, d'accord. j'avais envie d'aller à l'étranger, de voir un peu, d'être différent et d'aller à l'aventure, de montrer un peu à tout le monde il y a plein de choses à faire. Et j'avais une opportunité pour New York qui malheureusement ne s'est pas faite pour plein de raisons. Et mon frère qui était à Shanghai m'avait proposé de venir car le marché était grandissant, il y avait plein de choses à faire, plein de choses à voir, plein de choses à apprendre. Donc au final, voilà, une opportunité s'est ouverte et je suis parti à Shanghai, voilà, du Donc, jour au lendemain. on est en quelle année là? Alors c'était il y a 6 ans, donc voilà, c'était en 2013 ou 2014. Je pense. 2014, oui, si c'est Ouais, 6 7 ans. ans, pardon. 7 ans, D'accord. 2013. 2013, d'accord. Et donc, tu pars avec un pote, c'est ça, ou un collègue de travail? Ah, même pas, non. En fait, mon Paul, lui, est resté parce que voilà, il était un peu hésitant aussi. Bon, c'est pas facile
de tout plaquer et puis de partir sans ses potes, sans sa copine, etc. Donc, il est resté chez Cyril Lignac pendant quelques années après et moi, je suis parti. D'accord, donc Parti pour- tu démissionnes, tu pars comme ça sans boulot ou comment ça se passe? Bah, non, tout d'abord, alors moi, je n'aime pas trop partir sans boulot parce que bon, je suis un peu, j'aime la sécurité en général. Oui, Donc, tout d'abord, j'en parle à mon chef, bien sûr, pour lui dire mon envie, ce qu'il en pense, etc., pour avoir son avis. Donc, il a été très ouvert. Il m'a dit les choses très sincèrement en me disant que c'était une superbe opportunité et qu'il fallait que je fonce. Donc, c'était plutôt motivant pour moi. Et j'avais déjà trouvé l'entreprise, bien sûr. Après, j'avais déjà engagé les visas avec la personne après avoir pris ma décision. Et après, voilà, c'est parti direct, quoi. Donc, je suis parti à Shanghai et j'ai commencé 2 jours après mon nouveau ah, travail. d'accord. Ah oui, donc Ouais, t'es pas parti à l'aventure en disant je chercherai un travail sur place. Non, tu as sécurisé ton nouvel emploi avant de ouais, partir. voilà. Et puis c'est vrai que bon, après, j'aime la sécurité et après, bon, je tiens à mon CV, si je peux dire, à ma carrière. Donc, j'aime bien en général que les choses soient bien faites. Donc, non, non, j'ai fait ça assez Oui, oui, proprement. oui. Mais il y a des métiers où c'est difficile de faire ça, mais c'est vrai que l'hôtellerie, c'est connu pour être, enfin tout ce qui est hôtellerie-restauration, c'est connu pour être des métiers qui permettent justement de voyager assez facilement. Exactement. D'accord. Donc là, tu avais trouvé un travail chez qui à Shanghai? Alors moi, à Shanghai, au tout début, j'ai commencé dans une entreprise qui s'appelait TWG. Donc c'est une entreprise de thé, en fait. Une entreprise de thé qui est partout en Asie. Principalement, je crois que c'est singapourien. Oui, Donc oui, c'est je l'ai vu. Je l'ai une vu en entreprise Asie à du Sud-Est. Singapour. Et en fait, ils ont un labo central à Shanghai. Et en fait, on fournissait 3 boutiques, 3 énormes salons de thé. Donc il y avait des pâtisseries à faire, des macarons, enfin, et des afternoon tea, donc plein de choses. Donc, c'est une entreprise qui grandissait et il y avait pas mal de monde à gérer aussi. Donc, voilà, c'était une première expérience pour moi. Après, je ne connaissais pas du tout, hein. Je n'avais jamais été travailler à l'étranger. Je ne parlais pas chinois. Je parlais même pas anglais, pour vous dire. Pour te dire, c'était Ah vraiment oui, un ah oui, challenge. tu parlais pas anglais à l'époque, d'accord, pas chinois évidemment. Voilà. Et donc là, là donc c'est sur trois magasins, comment on appelle ça, des salons de thé, pardon. Voilà. Sur Shanghai, c'est ça que tu fournis en pâtisserie régulièrement. Exactement. Donc moi, j'étais l'exécutif sous-chef. Donc, j'avais un chef qui n'était pas avec moi sur Shanghai, mais qui gérait à distance un peu comment ça se passait, les recettes, la production, etc. En Donc, français? voilà, un Français qui est basé à Singapour. Et voilà, donc du coup, c'était une première expérience à Shanghai. Alors, je n'y suis pas resté longtemps, Et tu avais une équipe malheureusement. t'avais une équipe de Chinois employés donc qui travaillaient avec toi? Exactement. Alors, je ne me rappelle plus combien on était. Je pense qu'on était à peu près une dizaine de personnes. Voilà, qui travaillaient avec moi et qui chacun était sur son poste de travail. Et puis voilà, ça partait, quoi. Et dis donc, si tu parlais ni anglais ni chinois, ouais, ça devait être Ouais, ouais, beaucoup de c'est vrai. gestes, hein? Alors, au début, c'était quand même challenging, pas que sur la langue, il y avait aussi sur la culture, parce que mon première expérience à l'étranger, première expérience en Asie, Oui, fallait gérer le nouvel environnement, nouveau travail, nouvelle culture, nouvelle langue. Donc, c'est vrai que tout ça en même temps, ça a été quand même une bombe dans ma tête un peu. Mais après, voilà, la patience, on a été patient, on a attendu. Voilà, après, ça roule, quoi. d'accord. Tes impressions sur Shanghai, alors justement, quand tu arrives là de France? Je me rappelle encore du premier jour. Non, impressionnant. C'est vrai que les gratte-ciel, les buildings, tout est immense. C'est impressionnant au début. C'est quand On, même on une s'a- ville. Pardon. oui, on Oui, s'attend pas à ça, hein. Moi, j'ai envie de dire, puisque j'y suis allé à peu près à la même époque, je pense que tu parles de 2013, on ne s'attend pas à ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression on pourrait être dans n'importe quelle grande ville, je ne sais pas, américaine ou euh, exactement. ça ressemble pas, c'est pas du tout l'image qu'on se fait de la Chine, Shanghai en particulier. Exactement. C'est vrai qu'on est un peu dépassé parce que c'est en France, bon, on parle de la Chine, on parle de Shanghai de plus en plus hein, maintenant, mais quand j'étais en France, c'est vrai qu'on n'entendait pas tant parler que ça. Et au final, c'est quand même une grosse métropole avec énormément d'expatriés. C'est une ville de 23 ou 24 millions d'habitants. C'est vrai que le premier jour où je suis arrivé là-bas, je ne m'attendais pas du tout à ça.
une ville totalement en explosion, des gratte-ciel de tous les côtés, ça bouge de partout, presque toutes les marques hôtelières sont déjà implantées. Donc, non, c'est vrai que c'est impressionnant. C'est waouh, c'était un gros waouh quand je suis arrivé. D'accord. Et donc, combien de temps tu restes chez c'est TWG, c'est ça? Alors, j'y reste, je crois, c'est 7 ou 8 mois. 7 ou 8 mois parce que après, c'était encore une fois ma première expérience, donc c'est vrai que c'était pas forcément simple. Je me suis posé beaucoup de questions sur ce que je devais faire, je devais rester, mon ressenti. Enfin, plein de choses étaient. Je me suis posé beaucoup de questions sur cette première expérience, si ça me plaisait, etc. Donc ça a été difficile. J'ai pensé à revenir en France ou à partir ailleurs à l'étranger pour avoir quelque chose qui me correspondait le plus. Parce que j'étais un peu perdu avec la production de travail, avec la langue, la compréhension, etc. Donc ça n'a pas été si simple au début. Et au final j'ai eu une opportunité euh, avec le Parc Hyatt de Shanghai. C'était un général manager français qui m'a contacté via des connexions et qui m'avait Mhm. proposé d'être le chef pâtissier en fait, de son hôtel. Alors, bien sûr, bon, j'étais un peu, encore une fois, euh, j'avais un petit peu peur parce que j'avais jamais fait d'hôtellerie avant. Donc, c'était un peu un nouveau challenge. Donc, au final, on s'est rencontrés et ça a tout de suite collé. Et après, voilà, je suis parti au Parc Hyatt. Donc, Parc Hyatt de Shanghai aussi. Voilà, Et c'est un c'est gros ça. hôtel, ça? Ouais, c'est un Parc Hyatt, donc c'est pas non plus immense. Après, l'emplacement est toujours assez incroyable. C'est situé dans une des plus hautes tours de la ville. Donc, encore une fois, avec une vue qui est totalement incroyable, avec un environnement de travail qui est magique, bon, une équipe bien sûr qui est très en place et un niveau aussi de qualité sur les produits qui doit être parfait, quoi. Donc c'est une très belle expérience pour pouvoir allier management des équipes plus qualité de travail. Donc là, tu es parti sur un job qui ressemble à celui que tu as maintenant, c'est ça? C'est ça, exactement. Le même job, Sauf mais que dans un hôtel différent et puis en Chine, avec une équipe de combien de personnes, tu te souviens? alors, en équipe, on est presque similaire à ici. Je crois qu'on était 23 ou 25 personnes environ. Tous chinois. Oui, tout chez nous aussi. D'accord. Et alors, Ouais. tu t'es mis au chinois, tu as appris la langue ou comment ça s'est passé? J'avais commencé à apprendre le chinois. Après, c'est vrai que je me suis pas mis à fond dessus, malheureusement, parce que bon, après, on est aussi pris par le travail. Mais Oui, ma fiancée est chinoise, donc à l'heure d'aujourd'hui, donc oui, j'ai appris de plus en plus le chinois. d'accord. Donc, tu rencontres ta fiancée à Shanghai. Exactement. D'accord. Et donc, tu restes combien de temps au Parc Hyatt? Alors, j'y reste presque 3 ans. Je crois que c'est 2 ans et 10 mois, quelque chose comme ça. Donc presque 3 ans, et puis après l'arrivée à Séoul. Donc là, l'activité te plaît plus finalement que dans la première expérience, c'est ça? Au Parc Hyatt? Ouais. Ah ouais, beaucoup plus, beaucoup plus. Et pourquoi? Parce que finalement, tu avais les mêmes problèmes culturels, les mêmes problèmes de langue, les mêmes problèmes d'adaptation, non? Oui, non, c'est vrai. Après, bah, déjà, il y a ça. Donc, ça m'a juste. La première expérience m'a aussi fait beaucoup réfléchir sur ce que je devais faire. Après au Parc Hyatt, on était vraiment sur un différent standard. J'ai senti qu'on était sur une évolution, en fait. Alors que sur la première compagnie, j'ai pas senti, en fait, une évolution. Donc, je pense qu'il y avait quand même une évolution personnelle sur une adaptation avec de la culture, avec les locaux, avec les équipes. Mais sur l'aspect professionnel, en fait, je sentais pas une évolution. Et moi, j'ai vraiment toujours envie d'évoluer, envie d'apprendre, envie de monter. Et au Parc quand même, on était sur énormément de production, sur différents types de produits, sur des challenges tous les jours, et sur une équipe qui est quand même déjà très en place, avec un niveau quand même assez élevé. Donc là, il y avait vraiment énormément à apprendre et énormément à faire. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment aimé. D'accord. Et la communauté française et étrangère à Shanghai, elle est grande, hein, tu disais, elle est accessible, c'est facile Bah, actuellement, de se faire oui, des amis. c'est vraiment un énorme point positif quand même de cette ville.
c'est que la communication est très, très facile avec la communauté étrangère. Donc, il y a énormément de groupes sur les réseaux sociaux et sur WeChat, parce qu'ils utilisent WeChat en Oui. Chine. Et il y a énormément de groupes. Donc, si on a besoin d'aide, si on a des questions, si on veut rencontrer du monde, enfin, il y a toujours des réponses. Il y a toujours des gens qui sont là. Donc, franchement, enfin, à l'époque où j'y étais, il y avait une énorme communication avec les étrangers. Et ça, c'était quand même assez agréable parce qu'en fait, on n'était jamais tout seul. Et c'était assez simple de trouver de l'aide sur tout point de vue. D'accord. Bah, j'ai envie de dire, heureusement, comme dans une ville de 24 millions d'habitants, Ouais, exact. C'est vrai. qu'on puisse trouver du monde. Mais donc, effectivement, oui, je pense qu'il y a une communauté assez active, assez bourgeonnante comme la ville, quoi. Ouais, oui, exactement. D'accord. Et qu'est-ce qui te fait basculer alors de la Chine à la Corée? Bah, plein de facteurs. Bah, déjà, ça faisait 3 ans. L'équipe avec laquelle je travaillais, enfin l'équipe d'expatriés avec qui je travaillais à l'hôtel, mes collègues, petit à petit, en fait, s'en allaient. Donc, ils étaient soit transférés avec le groupe Hayat, soit ils partaient sur une autre compagnie hôtelière à l'étranger. Donc, c'est vrai Oui, que petit à petit, l'équipe se dissout. Après, il y a eu quand même le départ de mon général manager français qui est parti aussi. Donc après moi, bien sûr, recommencer avec une nouvelle équipe et cetera. Donc ça avait toujours un peu mal au cœur de voir tous mes collègues partir et j'avais envie en fait d'être transféré avec le groupe Hayat. Malheureusement, à cette période, il y avait pas énormément d'opportunités qui s'étaient ouvertes et en fait de nulle part, si je peux dire, un jour le chef Yannick Aleno m'a appelé, pour me proposer justement la place de chef pâtissier ici à Séoul. Donc, pour moi, en tant que pâtissier, bien sûr, quand on a un appel de ce chef qui est triplement étoilé à Paris, c'est comme une chance. alors c'est qui Voilà. Yannick Aleno pour les gens qui ne le connaîtraient pas, comme moi par exemple? Bah, Yannick Haeno, en fait, si je peux considérer comme l'un des plus grands chefs du monde, qui a plusieurs restaurants étoilés un peu partout dans le monde, D'accord, dont un qui est assez connu. En fait, il a 3 restaurants dans une même maison aux Champs-Élysées. Il a un restaurant 3 étoiles, un restaurant 2 étoiles et un restaurant 1 étoile dans un même pavillon, en fait, sur les Champs-Élysées, plus d'accord, d'autres restaurants en France aussi 3 étoiles et 2 étoiles. Donc voilà, c'est un chef très renommé voilà, qui a fait sa carrière, si je veux dire, tout seul et qui maintenant commence à avoir une ampleur très très importante. d'accord. Donc toi, tu le connaissais pas du tout? Bah, moi, en fait, non, je l'avais jamais rencontré. Ouais. Jamais rencontré, et voilà. Et Il c'est m'a lui qui appelé. te contacte pour son Ouais, hôtel en Corée alors que tu es en Chine. c'est ça, exactement. Et comment est-ce que Donc en est-ce que fait, tu sais comment il a eu, pardon, oui, comment il a eu tes détails, hein, comment il a eu ton contact, comment il a entendu parler de toi? oui, bah, en fait, c'est un de mes anciens patron, enfin, en fait, c'est mon ancien general manager qui lui a donné mon contact. Voilà, parce qu'il pensait que ça pouvait être une bonne évolution, une bonne opportunité pour moi, pour ma carrière. Donc, en fait, il lui a partagé mon contact et de là, en fait, il m'a appelé euh, dans la suite et on a eu un appel ensemble pendant 10-15 minutes pour parler de la position ici. J'ai été directement emballé. Oui, mais tu n'avais pas du tout pensé à la Corée avant ça, en fait, c'est ça? Pas du tout, pas du tout. En Déjà, fait, la Chine, c'était un peu par curiosité, si j'ai bien compris, et puis parce que ton frère y était aussi, c'est ça? exactement, Il y est toujours d'ailleurs? exactement. Non, en fait, alors l'histoire marrante, c'est que quand je suis arrivé, il est parti 2 mois après. Ah bon, d'accord, ah oui. Lui, il était expatrié. Son contrat, en fait, il savait pas quand il allait finir et au final, il a fini quand je suis arrivé, Ah sans ouais, le savoir. ça t'a C'est arrivé permis très quand vite. même ça lui a permis de te faire découvrir la ville pendant les 2 premiers mois, C'est ça, j'imagine. ouais, ça a Il est dans été la même industrie ou il est dans autre chose? pas du tout. Il travaille pour Airbus. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà. Donc il est parti après dans un autre pays. D'accord. Donc du coup, toi, tu as dit oui tout de suite à cette proposition en Corée. Bah, j'ai réfléchi quand même un petit peu. Bon, on dit toujours oui sur les faits. Un coup de Oui. téléphone, on est toujours à fond. Et après, bon, j'ai quand même réfléchi.
J'ai parlé un peu avec le chef. J'ai regardé un petit peu comment est Séoul, quelle est la proposition, quels sont les objectifs aussi. Est-ce que je vais évoluer? Est-ce que c'est intéressant pour moi, etc. Donc j'ai regardé quand même pas mal de choses et au final, bah, on a pris notre décision pour venir ici. D'accord. Ce que j'ai pas compris, c'est le lien entre ce chef en France et le resto Stay dans lequel tu travailles, hein, c'est ça? Ça lui appartient? Exactement. Alors en fait, maintenant, il me semble que en fait, il y a quelques années, il a monté son restaurant à Paris et après il a monté un concept, à l'international qui est un restaurant stay. Donc c'est un restaurant un peu, un moderne restaurant, ce qu'ils appellent, qui est à Dubaï, qui est, il me semble au Maroc et qui est ici à Séoul. Donc ils avaient monté ce projet pour le faire vraiment à l'international, et d'avoir ces restaurants et essayer bien sûr d'obtenir des étoiles. Donc il en avait aussi eu un à Taipei. Donc en fait, ces restaurants, si je peux dire, des consulting. Donc en fait, il y a le nom de son restaurant, le chef met son équipe en place et après, ils ont des contrats de 5 ans. Donc en C'est un peu fait, une l'objectif, franchise, c'est ça? C'est un peu une voilà, franchise? c'est un peu ça. On peut dire que c'est une franchise. Après, c'est quand même un petit peu différent. Et puis voilà, donc le but du jeu, bien sûr, c'est toujours d'avoir des étoiles et puis d'essayer de faire briller la gastronomie française et son nom à l'étranger. Donc voilà, c'est un petit peu son bébé, en fait, le restaurant. D'accord. Donc on est en quelle année quand il t'appelle à Shanghai? Il y a 3 ans, du coup. 3 ans, 3 ans et un mois. Donc 2018 à peu près, c'est ça? Et tu pars immédiatement? Combien de temps, ça se fait en combien de temps le changement de pays? Après, voilà, il y a le fait d'annoncer à Shanghai à l'hôtel Oui, que je pars. Il y a aussi bouger toutes mes affaires. Enfin, il y a à peu près un mois, je pense, un mois et demi d'intervalle. Voilà, et puis aussi les visas qui ne sont pas forcément simples. Aussi, peut-être même 2 mois, je pense. 2 mois d'intervalle entre l'appel et l'arrivée à Séoul. d'accord. Donc tu arrives, tu te souviens quand est-ce que tu es arrivé à Séoul? Je suis arrivé en mars 2018. D'accord, ouais. Le 14 mars 2018. D'accord, donc il y a tout juste 3 ans en fait, hein. C'est ça. Et j'avais visité déjà Séoul un mois avant, en février 2018, pour venir voir l'hôtel, rencontrer les chefs ici, voir un petit peu comment ça se passait, etc. Oui, d'accord. Donc tes impressions quand tu arrives de Shanghai, qu'est-ce que tu penses de Séoul? Bah, même image, hein, une ville quand même qui bouge beaucoup, lumineuse, des buildings partout, du monde partout. Ça bouge et puis bien sûr, quand je suis arrivé à l'hôtel, un peu la surprise et la vue impressionnante avec la grande tour en face de moi, la vue et aussi l'hôtel qui est quand même incroyable à l'intérieur. Donc franchement, j'ai été assez fasciné. Ok. Et donc là, tu arrives sur quel visa? Ah, sur un visa E7. D'accord, oui, donc le visa travail classique. Et tu es toujours sur un visa E7. Oui, toujours sur un visa E7. Et tu as pu faire venir ta copine? Oui, D'accord. Parce qu'effectivement, l'immigration, c'est quelque chose dont beaucoup de gens, enfin l'immigration, ce qui est la partie légale, des visas, etc., c'est quelque chose dont beaucoup de gens se plaignent ici en Corée. C'est pas facile d'obtenir un visa, de renouveler son visa. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a affecté ou est-ce que dans ton activité, c'est plus simple? bah, je sais pas trop comment répondre à ces questions parce que au final, enfin, j'ai trouvé ça aussi que c'était pas simple sur certaines choses quand on a fait notre visa. Après, pour être honnête, je pense que c'est partout pareil au final parce que j'avais été aussi un petit peu au Japon et on a aussi les mêmes problèmes. Euh, En Chine, au début, quand je suis arrivé il y a 7 ans, c'était plutôt simple, si je puis dire. Aujourd'hui, c'est compliqué aussi au niveau des papiers. Donc au final, j'ai envie de dire, c'est partout pareil. Donc en Corée, on rencontre quelques problèmes, mais au final, dans certains pays d'Asie, c'est la même chose. Oui, oui, oui. C'est vrai que de toute façon, oui, il y a beaucoup de juridique et d'administratif, mais pour connaître pas mal de monde en Asie du Sud-Est, hein, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Vietnam, etc.,
ça semble quand même plus simple là-bas que ça ne peut l'être en Corée, hein. C'est vraiment une impression personnelle. C'est-à-dire qu'il y a effectivement de la paperasse, mais disons il y a un peu des règles établies, alors qu'on a l'impression qu'en Corée, d'après ce que disent les gens, les règles changent un peu plus. Et c'est vrai que toi, travaillant pour une grosse entreprise, et puis en plus, en l'occurrence, aujourd'hui, une entreprise coréenne, puisque ton employeur, Oui, c'est l'auto, finalement. ouais, exactement. Donc c'est vrai que ils doivent s'occuper quand même de pas mal de choses pour toi aussi, non? Bah, c'est vrai, c'est ce que je dis toujours. Quand on travaille pour une grosse entreprise locale, bien sûr, ça aide. Enfin, faut être honnête. Après, il y a toujours des gens qui nous aident derrière, qui nous supportent. Donc, au final, non, c'est quand même un énorme point positif. Après, bon, si je puis dire, les papiers restent les mêmes. On a énormément de papiers à donner. Donc, Oui. j'avoue que moi, de mon côté, j'ai de la chance d'avoir fait des études avant dans mon domaine, parce que les visas sont quand même assez compliqués. Donc, ça m'a aidé. Mais après, on a le support de l'entreprise, donc ça aide énormément. Voilà, et puis tu es le Français qui représente donc la pâtisserie française autour d'une équipe, une armée de locaux. Donc, quelque part, le visa, petite armée, mais une armée efficace, le visa se justifie, oui, tout à fait. D'accord. Et alors, tes impressions sur l'ambiance de travail en Corée, et peut-être par rapport à ce qu'on a pu voir en Chine? Bah, comme en Chine, bon, bien sûr, il y a des choses positives et négatives, hein, comme partout. Ouais. Après, je suis assez étonné du travail plutôt bien réalisé, du fait que c'est assez carré malgré tout. Voilà, si je peux dire carré, parce que du coup, en pâtisserie, on est quand même assez, surtout dans la pâtisserie de luxe, on est très à cheval sur la qualité, sur la propreté, sur le design, sur la réalisation des produits. Et au final l'équipe comprend assez vite, l'équipe reproduit plutôt bien rapidement. Donc au final, plutôt agréable, plutôt content. Les choses vont assez vite, pas besoin de répéter non plus 10 000 fois la même chose. Donc je suis assez, franchement, assez étonné et assez content sur ce point. D'accord. Donc, globalement, ça se passe bien, ça se passait bien en Chine. Donc là, ça va faire enfin, ça fait 3 ans, on a dit. Donc, 3 tu as ans. passé à peu près autant de temps en Corée qu'en Chine, c'est ça? Exactement, ouais, ça passe vite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prépares déjà ton next move, ton prochain Pas boulot? encore, pas encore, mais on verra. On D'accord. verra. Tu te vois rester en Corée, même si c'est pas pour tout de suite le départ, mais sur tes prochaines aventures, tu te vois rester en Corée ou tu te vois découvrir un nouveau pays? Je pense, si c'est une prochaine aventure, ouais, je pense on ira ailleurs, je pense. D'accord, oui, sachant que vous n'avez pas d'attache particulière, puisque tu disais ta copine est chinoise, donc vous n'avez pas de famille ou d'attache particulière sur la Corée. Exactement. Donc voilà, on prévoit peut-être sur une prochaine aventure peut-être de rester en Asie, en tout cas. D'accord, ouais, en Asie, mais pas forcément Chine ou Corée. D'accord. Ouais. Et justement, si on parle de la Corée d'un point de vue peut-être plus personnel, hein, mais ça peut être lié au travail aussi, quel est le truc que tu adores ici et qui te manquerait si tu devais partir? Qu'est-ce qu'est-ce qui nous plaît le plus ici? Ouais, est-ce qu'il y a un Mmh, truc où tu te dis, ah, ça, si je quittais la Corée, ça va définitivement me manquer beaucoup? bah, il y a plusieurs choses, hein. Bien Mhm. sûr, je n'ai pas qu'un point positif et il y a plusieurs choses. Je pense déjà, il y a mon équipe. Malgré tout, on c'est quand même, une équipe avec qui je travaille, 12 ou 13 heures par jour, avec eux. Donc forcément, c'est toujours une attache. Voilà, donc je pense partir, ça fait toujours mal au cœur un peu de laisser, ses amis, ses collègues et son équipe, voilà. Après il y a aussi je pense la nature en Corée. On a fait quelques vacances, quelques voyages ici en Corée. On a visité pas mal de petites villes, dans dans le nord et le su enfin dans le sud-est de la Corée et franchement, c'était vraiment magnifique avec des gens super accueillants, avec plein de belles choses à voir, donc ça va peut-être, nous manquer un petit peu. La D'accord. nature ici. Sur l'équipe de travail, est-ce que vous avez une culture d'entreprise? Est-ce que vous faites des choses ensemble après le travail? Vous allez boire un coup, vous allez au restaurant, etc. Alors oui, après en période de covid, c'est plus compliqué. Oui, On a Ça a été beaucoup plus ralenti. Après bon, comme j'ai dit avant, Lotte, c'est une grosse compagnie, donc ils ont déjà plein de systèmes en place, si je puis dire, donc
Donc, ils ont déjà organisé, voilà, c'est déjà prévu plein de dîners ensemble, des réunions à l'extérieur, de préparation d'anniversaire ou de quelques fêtes. Donc, on fait pas mal de choses à l'extérieur quand on le peut. Aussi, parce que c'est toujours compliqué de réunir les équipes ensemble, parce qu'on a plusieurs équipes de travail en pâtisserie, donc c'est compliqué d'avoir les équipes pour se retrouver à la même heure. Mais on essaie de se retrouver quand on le peut, le plus D'accord. souvent possible. Et le fait que tu sois à la fois le chef et le seul étranger, parce qu'on sait qu'il y a des rapports hiérarchiques assez forts, hein, en Corée, comme dans beaucoup de pays d'Asie, et que aussi tu es le seul étranger de l'équipe, est-ce que c'est pas difficile du coup de nouer des relations? Ah, bien sûr, c'est difficile. Après, comme j'ai déjà dit, j'ai travaillé à Shanghai avant, c'est la même culture aussi, hein. J'avais, heu, j'avais 22 ou 23 ans, on était chef de la brigade, donc forcément, les gens nous regardent un peu, du coin de l'œil et ils se disent: «C'est qui le petit jeune, qui va nous donner des ordres?» Donc bien Ouais. sûr, c'est compliqué, au début, on ne se sent pas forcément bien, on a un petit peu peur de ce qu'on dit, après voilà, il faut avancer. Je pense qu'il faut peut-être s'y prendre différemment, mais après je me dis, quand on est étranger, même si on est jeune ou pas, je sais même pas si ça compte au final. Parce que je pense que c'est plutôt la façon dont on s'y prend pour gérer les équipes. Comment on les aborde, comment on parle, comment on communique avec eux, comment on leur montre les choses. Je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses et au final après maintenant j'ai un peu plus l'habitude, de marcher, avec les équipes en Asie, donc au final, ça s'est plutôt très bien passé. D'accord. Il t'appelle Maxime ou Monsieur Manier? Comment il t'appelle? En général, en cuisine, enfin, il m'appelle chef. Après j'ai mon sous-chef qui est avec moi, donc il m'appelle par mon prénom parce que bon, je pense qu'il a plus de 50 ans, donc c'est normal et on a des très bonnes relations ensemble. Mais après, en général, les équipes m'appellent chef. Ah bah oui, toi tu t'appelles chef et toi tu es celui qui a le droit légitimement de se faire appeler chef, d'accord. Ça fait partie, c'est ton titre de travail, donc du coup ça facilite la question. Chef, d'accord, puis en plus c'est facile à dire. Exactement. Ok. À l'inverse, le truc que tu aimes pas, le truc que tu regretteras pas du tout quand tu quitteras la Corée, si tu la quittes. Le Je pense que c'est, alors en dehors du domaine professionnel, je pense plus dans la vie ici, je pense que c'est la communication pour moi, qui est, je pense la communication, elle est assez compliquée pour moi. En C'est-à-dire? Alors je trouve que déjà au niveau, communication, coréen-anglais, alors je trouve qu'ils sont assez, froids pour moi. Ils ont du mal, un petit peu peur sur la communication, assez frigides, ils se bloquent, assez facilement, on peut commencer à parler anglais même si la personne a compris, bah, va peut-être se refroidir et ne pas répondre ou parler en coréen, alors qu'on parle pas coréen, mais ils vont rester sur le coréen. Ouais, là tu veux dire hors travail, quoi, hein, donc quand Ouais, dans la hors vie de tous les travail. Au jours, si tu travail, vas au restaurant. voilà, au travail, j'ai pas vraiment, de problème majeur, donc il y a pas de choses qui vont me manquer au pas. Ce sont des problèmes professionnels, donc on les retrouve partout ailleurs. Mais je pense plus dans la vie ici, en Corée. D'accord. Un problème de communication, tu avais le même en Chine ou c'est différent? Bah, malgré tout, non, en Chine, c'est plus cool. Ils sont un peu à la cool, voilà, c'est un peu, après Shanghai, c'est le sud de la Chine, on peut dire, si on peut dire, c'est un peu plus l'Asie du Sud où les gens sont un peu plus à la cool, ils sourient, même s'ils comprennent pas, ils sourient. Mais ici, ils ont tendance un peu plus à stresser et à avoir peur. Il y a un étranger qui arrive, il va parler anglais, on stresse tout de suite, on redonne la foi à quelqu'un, j'ai pas envie de l'aider, j'ai peur, choses comme ça. Donc c'est un peu plus compliqué sur ça, je trouve. D'accord. OK. Donc effectivement, des problèmes de communication dans la vie de tous les jours, puis pour les choses importantes, ouais, de la vie de tous les jours pour lesquelles tu as besoin de réponses, quoi, par exemple. Ah, exactement, et surtout si des fois on a besoin de choses urgentes ou on a une question très importante, bah, je trouve que parfois c'est compliqué d'avoir la réponse à sa question ou d'avoir l'aide, que l'on a besoin, par le fait, bah, qu'ils sont, pour certaines personnes un peu, rigides, si je peux dire. D'accord. La communauté internationale, elle est plus petite qu'à Shanghai, évidemment. C'est quoi ton point de vue sur ça?
Ah ouais, pour moi aussi, ouais, c'est vrai que c'est vraiment plus petit même. Je pense que la communication est totalement différente, de ce que j'avais avant. Du coup, beaucoup moins de communication, si je peux dire. Moins d'échanges, moins de rencontres avec des gens, etc. Moins de rencontres, moins d'échanges. Ouais, beaucoup, beaucoup moins. D'accord. Et comment tu vois l'industrie évoluer? Parce que vous êtes quand même dans une industrie sensible en ce moment et bon, la crise commence à s'étendre. Est-ce que j'imagine Tu qu'a veux dire priori tu à l'international ou en France? ouais, globalement, aussi bien en France qu'à. Bon, j'imagine que tes futurs projets ne sont pas en France, mais est-ce que ce n'est pas le moment finalement de rester au chaud dans son activité en attendant que tout ça reparte? Et à ton avis, on parle de quelle échéance, quoi? Combien d'années avant que ça redevienne normal dans l'hôtellerie et la restauration? Bah, après, au niveau, dans combien d'années ça va redevenir normal? J'avoue que je j'ai pas de réponse à cette question. Je ne sais pas comment le covid, et l'épidémie va évoluer, dans Mhm. les années à venir. Après, franchement, je reste assez confiant, sur, notre domaine, dans notre domaine, hôtelier. Quand je vois, qu'il y a quand même énormément de projets qui sont encore en cours, d'ouverture, d'hôtels de luxe, à l'étranger. Donc, alors bien sûr, il y a les pays touristiques, qui ont pris quand même une grosse claque et beaucoup moins de touristes peuvent venir profiter, par exemple de la Thaïlande ou peut-être de Singapour ou des pays, de l'Asie du Sud. Mais après, malgré tout, il y a beaucoup de projets d'ouverture, il y a beaucoup de propositions de travail. Voilà, il y a toujours besoin, ça reste quand même un domaine hôtelier et alimentaire. Et surtout, comme on le disait tout à l'heure, en Corée, ils font les hokans, les staycations. Donc les gens profitent au Japon, que ce soit au Japon, en Chine ou, heu, ou en Corée ou dans d'autres pays de l'Asie. Les gens locaux profitent de leur hôtel dans leur pays. Donc au final, l'activité est toujours là. Donc, on a toujours du travail, toujours du business. Donc, au final, je ne m'inquiète pas vraiment sur l'avenir, du domaine hôtelier. D'accord, donc si demain tu as une proposition ailleurs, tu ne vas pas te dire bah non, je ne vais pas prendre de risque, je reste ici au chaud. Tu Ah, vas la je pense considérer que comment? la chose sur laquelle il faut faire attention, sur lequel je fais toujours attention aussi, c'est sur les visas peut-être. Car des fois, aujourd'hui, le visa est disponible, demain, il ne l'est plus, et cetera. Donc peut-être ça à faire attention. Mais malgré tout, il reste encore plein de choses à faire. Il y a plein de choses qui ouvrent. Il y a plein d'opportunités intéressantes. Donc au final, je pense que ça ne s'arrête pas vraiment. D'accord. Et si tu pouvais choisir justement ta prochaine destination, ce serait quoi? Moi, j'aimerais bien, peut-être, Tokyo ou Singapour, pourquoi pas. D'accord. Tu as visité déjà les 2 villes ou pas encore? Alors j'ai été à Tokyo déjà, j'ai même, travaillé un tout petit peu là-bas. Juste, j'ai été transféré, pour une expérience professionnelle, mais jamais été à Singapour et après je sais qu'en fait le niveau est quand même assez élevé, en fait, au niveau, industrie culinaire. Voilà, donc en fait, j'aimerais bien, voilà, avoir, ce challenge, du Le niveau, niveau élevé, ça veut dire? à niveau élevé, c'est-à-dire que, par exemple, si je prends un exemple à Tokyo, voilà, il y a beaucoup de restaurants étoilés et il y a énormément de chefs, étrangers, de chefs confirmés, de chefs talentueux. Donc au final, il y a un niveau, élevé à atteindre. Donc au final, ça nous pousse, nous professionnels, à toujours, évoluer et surtout à se mettre au niveau et à toujours, créer et faire de nouvelles choses. Donc c'est un challenge personnel, à réaliser. D'accord, mais à Singapour aussi, on considère que le À niveau culinaire Singapour, est élevé? le niveau est très élevé, ouais. Il y a aussi beaucoup de restaurants, étoilés et beaucoup de gens compétents. Après, là, on est sur des tailles de villes différentes entre Tokyo Ouais, et Singapour, donc ça ouais. dépendra aussi de ta préférence pour les grandes métropoles ou les petites métropoles. Après, j'ai pas vraiment de préférence, je pense, sur les métropoles, mais après, ouais, toujours avoir un bon cadre de travail et une ville confortable, avec une bonne opportunité, je pense que ça fera l'affaire, si on peut dire. D'accord. Et ton anglais, tu as pu le développer aussi pendant ce temps-là? Ah oui, en 7 ans, bah, après, je vais pas dire, je suis un professionnel de l'anglais, mais après, voilà, on communique très bien. On on comprend très bien, donc je pense que l'anglais n'a pas de problème. Je communique avec l'anglais tous les jours, en général avec mes collègues,
expatrié au travail et avec mon équipe. Voilà, c'est devenu un peu ta langue par défaut, l'anglais, et puis occasionnellement un peu de chinois ou un peu de coréen, c'est ça? C'est ça, et un peu de OK. français. Et un peu de français, bien sûr, après tourner dans la cuisine. Ce sera l'avantage de Singapour, c'est qu'ils parlent anglais. Exactement, c'est vrai. Tokyo, il va falloir se mettre au japonais. Ouais, Tokyo, c'est plus compliqué. D'accord, très bien. Écoute, merci Maxime pour toutes ces infos, pour ce partage. Avant qu'on Avec termine, est-ce que tu as, je ne sais pas, une annonce, quelque chose que tu souhaites partager? heu, pour la communauté française? Oui, je ne sais pas, quelque chose pour les gens qui nous écoutent. Je ne sais pas, peut-être parler de ton resto, une promo, j'en Ouais, sais bien rien. sûr, n'hésitez pas à venir au restaurant, Stay, à la Lotte Tower à Jamshid. Et après, je pense que pour toute personne qui veut voyager en Corée ou même partout en Asie, je pense qu'il faut pas hésiter, hein. Faut foncer, c'est une expérience, incroyable et une expérience de vie, personnelle et professionnelle, je pense, hors du commun. D'accord. Écoute, merci Voilà. beaucoup Bah, merci à toi. et à très bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à le partager avec vos amis ou collègues et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Spotify, etc. Et rejoignez-nous sur Facebook pour discuter sur l'épisode et le commenter. Vous nous trouverez sur Facebook en tapant Séoul Connect dans la barre de recherche. À très bientôt!